Tout d'abord, bienvenue à ces fêtes de la science, à cette édition 2022 des fêtes de la science que la FN Téléthon organise, que nous appelons les apéros au labo. Je m'appelle Jean-François Briand, je suis directeur scientifique adjoint de la FN Téléthon et je serai le modérateur de l'apéro que nous allons partager ensemble ce soir. Donc la FN Téléthon est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider des personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs maladies rares, leurs pathologies rares, qui sont des pathologies évolutives et pour beaucoup d'entre elles qui sont incurables. Nous développons une stratégie d'intérêt général et nous finançons la recherche sur des centaines de pathologies différentes, que ce soit des maladies du foie, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires, etc. Et des maladies mitochondriales, bien entendu, puisque c'est le sujet qui nous amène dans cette visioconférence ce soir. Vous êtes peut-être, vous qui êtes connectés, des donateurs, des adhérents, des bénévoles dans une animation Téléthon, et vous allez voir et vous avez pu voir que les victoires sur les maladies, sur ces maladies rares se multiplient. Des centaines de malades ont accès à des traitements par le monde grâce au travail notamment des chercheurs financés par le Téléthon. Mais malheureusement, ces victoires laissent quand même encore des milliers de familles dans l'attente d'un traitement. Donc il y a encore énormément de travail de recherche. Le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, elle avance quand même à grands pas. De plus en plus de nouveaux traitements sont proposés aux malades. Et c'est ce que nous voulons ce soir partager avec vous en toute transparence. Toute cette semaine, il va y avoir différentes rencontres d'experts scientifiques de haut niveau, comme les professeurs Véronique Pakis et Vincent Procaccio qui vont intervenir ce soir. Et lors de ce rendez-vous de ce soir, qui est planifié pour 1 heure environ, je vous remercie donc de garder éteinte votre caméra et votre micro. Et après une présentation de Véronique et Vincent qui va durer une trentaine de minutes, vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Je vous propose de la poser d'un premier temps dans la discussion, dans le fil de discussion qui est situé en haut à droite de votre écran. Et je pourrais vous donner la parole pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, poser votre question directement en rallumant votre caméra et votre micro. Sinon, je me chargerai de relayer votre question. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Véronique et Vincent et je vais afficher leur présentation. Véronique, Vincent, je vous laisse la parole et vous me dites quand je passe à la diapositive suivante. Merci Jean-François. C'est peut-être moi qui commence, Vincent. Puis de toute Oui. manière, vous allez avoir droit à un duo entre Vincent et moi, donc il se présentera. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je suis généticienne. Je m'appelle Véronique Pakis et je m'occupe à la fois du service de génétique médicale au CHU de Nice et d'un centre de référence coordonnateur pour les maladies mitochondriales. On en reparlera tout à l'heure de la mission de ces centres de référence. Et j'ai aussi une équipe de recherche, notamment INSERM, sur ces maladies. Donc, si je peux avoir la première diapositive, s'il te plaît, Jean-François. Donc, avec Vincent, encore une fois, qui se présentera, on va vous parler en fait des maladies mitochondriales sous des angles un petit peu différents. D'abord, je pense que c'est important de redéfinir ces maladies qui sont vraiment des maladies très particulières au sein des maladies rares. Qui sont, si je peux dire, quelquefois des maladies encore un peu plus orphelines que les autres au départ, parce qu'on ne sait pas de quelle maladie on parle et on parle de maladies très différentes.
Ensuite, on va vous parler de la façon dont on diagnostique ces maladies mitochondriales et de l'organisation en réseau qu'on a mis en place au niveau national pour essayer d'améliorer l'errance et l'impasse diagnostique. Là aussi, on y reviendra dans ces maladies. Et puis le troisième chapitre, c'est celui de la recherche. Et le chapitre de la recherche, il est extrêmement important parce que c'est en comprenant, en identifiant les gènes responsables de ces maladies et en comprenant les mécanismes qui dysfonctionnent dans ces pathologies qu'on arrivera à trouver et qu'on arrive dès aujourd'hui à trouver des traitements pour certains de ces patients. Alors, il y a encore beaucoup de patients, malheureusement, pour lesquels il n'y a pas de traitement, mais les traitements dans le cadre des maladies mitochondriales deviennent une réalité. Et c'est de ça dont on va vous parler au départ, enfin, en fin d'exposé, puisque c'est en fait, même si c'est la dernière partie, c'est la partie la plus importante, puisque Vincent et moi, nous sommes médecins et l'objectif, c'est de trouver des traitements pour ces maladies qui sont très souvent extrêmement sévères. Donc, sur la diapositive suivante, les maladies mitochondriales, de quoi on parle quand on parle de maladies mitochondriales? Il faut savoir que les mitochondries, ce sont des petits organismes qu'on trouve dans les cellules qui ont une fonction principale, c'est de produire de l'énergie. Toutes les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Alors, il y a des cellules qui en ont besoin plus que d'autres. Les cellules du cœur, les cellules du foie, les cellules neuronales, mais toutes les cellules ont besoin d'énergie. Et la majorité de cette énergie est fournie par les mitochondries. Donc, on va parler de maladies mitochondriales quand on a un déficit au niveau de cette production d'énergie. Ce sont des maladies métaboliques, on y reviendra, ce sont les plus fréquentes des maladies métaboliques et ce sont des maladies rares, puisque vous savez qu'une maladie rare, ça touche moins d'un patient sur 2000 dans la population générale et là, on a à peu près une prévalence, on a à peu près 2 patients et demi pour 10 000 naissances. Alors, ce sont des pathologies qui sont un petit peu compliquées parce qu'elles sont très hétérogènes sur le plan clinique. Il faut de l'énergie dans toutes les cellules, dont on peut avoir tous les symptômes qui correspondent en fait à des dysfonctionnements de tous les organes et de tous les tissus, à n'importe quel âge, avec tous les modes possibles et imaginables de transmission, puisque ces maladies sont des maladies génétiques. Donc, ça veut dire que quand on parle de maladies mitochondriales, c'est extrêmement compliqué parce qu'on va parler de maladies qui vont donner, par exemple, des grandes souffrances en période néonatale avec des bébés qui vont décéder très précocement. Mais ça peut être aussi des maladies neurodégénératives. Ça peut être des patients qui, à 50 ans, développent une surdité et un diabète. Donc, en fait, quand on dit maladie mitochondriale, c'est des centaines de maladies différentes et c'est pour ça que c'est particulièrement compliqué pour les patients de s'y retrouver. Parce que quand on parle de maladie de Duchenne ou d'amyotrophie spinale, même si ce sont des maladies rares, on sait de quoi on parle. Quand un patient qui a une maladie mitochondriale va dire ben, « moi j'ai un mélas ou une maladie, un syndrome de Legg », c'est extrêmement compliqué parce que les gens ne connaissent pas ces maladies. C'est pour ça que je me permettais de dire qu'au départ, elles étaient peut-être, les patients se sentaient peut-être encore plus orphelins que les autres. Donc, cette hétérogénéité clinique, elle explique que le diagnostic est très compliqué et pour faire un diagnostic de maladie mitochondriale, il faut connaître le gène responsable. C'est le seul moyen d'avoir un diagnostic positif. Et sur la diapositive suivante, pour vous dire que ce qui complique ces maladies, c'est que non seulement elles sont très hétérogènes en termes de symptômes, de la façon dont elles se manifestent, mais aussi, elles sont aussi très hétérogènes sur le plan génétique, puisqu'elles dépendent de tous les gènes qui sont dans le noyau, mais elles dépendent aussi d'un petit génome qui est dans la mitochondrie et qui a des propriétés très particulières. Donc, pour faire un diagnostic de maladie mitochondriale, ça veut dire qu'il faut quelquefois séquencer l'intégralité du génome mitochondrial et l'intégralité de tous les gènes qui sont dans le noyau.
ça complique aussi le mode de transmission parce que quand on pense à une maladie mitochondriale et qu'on ne connaît pas le gène responsable, on n'est même pas capable de dire aux parents d'un enfant, par exemple, qui est porteur de ce type de maladie, quel va être le risque que pour un couple, par exemple, d'avoir un enfant lors d'une grossesse suivante qui sera lui aussi atteint. Donc, ce sont des pathologies extrêmement compliquées, ce qui explique que, notamment en termes de thérapeutique, on a du retard par rapport aux autres maladies rares. Sur la diapositive suivante, pour vous dire que malgré tous les progrès qui ont été faits, malgré l'organisation, le plan maladies rares en France, les centres de référence dont on va reparler, on a encore aujourd'hui à peu près un patient sur deux qui n'a toujours pas de diagnostic, bien qu'on suspecte forcément une maladie mitochondriale, et ça complique vraiment les choses pour les patients. Sur la diapositive suivante, pour vous parler de diagnostic, pour diagnostiquer ces maladies, il faut non seulement des médecins experts, mais il faut des équipes d'experts. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin du clinicien, on va avoir besoin de l'anatomopathologiste qui va être capable de regarder, d'analyser les tissus qui sont dysfonctionnels et en l'occurrence, par exemple, le muscle, puisque le muscle est très demandeur en énergie, donc beaucoup de maladies mitochondriales se traduisent par des atteintes musculaires, des myopathies, et donc on a besoin des anapathes, on a besoin des biochimistes, puisque ce sont des maladies métaboliques, avec des analyses sur des tissus, quelquefois le cœur, le foie, on fait des toutes petites biopsies, des analyses très spécialisées, et on a bien sûr besoin des généticiens et de toutes les nouvelles technologies dont vous avez entendu parler, génome, exome, pour quelquefois arriver ou ne pas arriver à un diagnostic. Et donc, ces expertises multidisciplinaires, vous les trouvez dans les centres de référence maladies rares. Sur la diapositive suivante. Merci. Donc, les missions des CRMR, ce qu'on appelle des centres de référence maladies rares qui ont été mises en place dans le cadre du premier plan national de santé maladies rares. Hein. Il y a eu des plans maladies rares successifs. Aujourd'hui, on en est au 3e, au PNMR 3, comme les plans cancer. Ils ont permis d'apporter énormément de choses et ils ont permis notamment de créer ces centres de référence qui centralisent les expertises et qui ont des missions, très compliquées et très complètes. La première mission, c'est d'arriver à faire un diagnostic le plus précis possible et le plus rapidement possible. La deuxième mission, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, d'établir un maillage avec les médecins de ville, les spécialistes qui vont suivre ces patients pour une prise en charge médicale cohérente et la plus efficiente possible. Comme je vous le disais, il faut assurer le relais avec les médecins traitants et les correspondants de proximité et apporter l'expertise qui est nécessaire au conseil génétique, au diagnostic prénatal, voire au diagnostic préimplantatoire. Je pense qu'après, vous nous poserez toutes les questions que vous voudrez. On ne peut pas y passer trop de temps, mais n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des termes ou des choses que vous voulez voir développer par la suite. Donc, autre mission très importante d'un centre de référence maladies rares, c'est de former les professionnels de santé, parce qu'on a beaucoup de professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui ne connaissent pas forcément ces maladies. Et bien sûr, c'est de développer la recherche sur ces maladies pour aboutir le plus rapidement possible à des traitements spécifiques pour les patients. Sur la diapositive suivante, donc pour vous montrer un petit peu l'organisation en réseau, on travaille, alors Vincent, je vous le disais, moi je suis basée à Nice, Vincent est basé à Angers, mais on travaille énormément ensemble grâce à un réseau de centres de référence. Il y a 2 têtes de pont, si vous voulez, qui sont ce qu'on appelle des centres de référence coordonnateurs. Alors, il y en a un à Paris, à l'hôpital Necker, qui s'appelle Caramel et qui regroupe plusieurs centres de référence à Paris, à Angers, à Bordeaux, à Strasbourg. Ça, c'est la partie nord du maillage territorial. Et le deuxième centre de référence coordonnateur est à Nice.
C'est moi qui ai la chance de le coordonner et on coordonne des centres qui sont dans des CHU plus au sud. C'est pour ça qu'il s'appelle Calisson, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse. Donc, il y a un vrai maillage. On travaille tous ensemble et on fait des réunions qu'on appelle des RCP, des réunions pluridisciplinaires pour parler de ces diagnostics, pour parler de la prise en charge de ces patients qui sont généralement assez compliqués. Sur la diapositive suivante. Voilà, donc pour vous dire qu'à côté de cette prise en charge et ce diagnostic, on fait de la formation. Là, vous voyez, par exemple, c'est ce qu'on organise des Winter School à Nice. Les Winter School, elles ont ce sont des semaines qu'on organise tous les 2 ans qui permettent le matin d'avoir des conférences internationales recherche, en tous les cas européennes, puisque on a des conférenciers européens qui viennent nous parler de recherche. Et l'après-midi, il y a des formations dans le cadre d'un diplôme d'université, d'un DU, pour apprendre à des professionnels de santé. Alors, on a des médecins, on a des kinés qui viennent participer à ce DU pour vraiment expliquer comment on diagnostique, comment on prend soin de ces patients. La diapositive suivante, donc ça c'est pour vous donner un exemple de la partie un petit peu formation et c'est Vincent qui va prendre le relais pour vous parler de la stratégie diagnostique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour essayer d'arriver le plus rapidement possible à un diagnostic chez ces patients. Vincent, il faut que tu ouvres ton micro. Ouais. Oui, voilà, j'avais coupé mon micro. Donc, merci Véronique. Donc, je vais donc me présenter. Donc, je suis Vincent Procaccio, professeur de génétique. Je suis chef de service de génétique donc au CHU d'Angers. Donc, on a également, comme l'a dit Véronique, un centre de référence donc pour les maladies mitochondriales, donc qui nous permet de voir les patients. Ensuite, ces patients, donc bien évidemment, on va dans le cadre du laboratoire participer au diagnostic de ces maladies, que ça soit au niveau biochimique, hein, donc, ou au niveau donc, génétique, moléculaire. Et puis, on a également la chance d'avoir une unité de recherche qui est reconnue par le CNRS et INSERM, donc qui est dirigée par Guy Lenartz, qui permet donc bien évidemment de poursuivre le travail donc sur la partie recherche. Donc la stratégie diagnostic et l'organisation en réseau, elle est également, donc, comme l'a expliqué Véronique, donc, centrée sur ces centres de référence, les maladies mitochondriales, mais pas que. Donc, diapositive suivante. Donc on a notamment, donc pour revenir sur ces maladies mitochondriales, donc on a un certain nombre de challenges finalement donc à relever. Comme l'a dit Véronique, donc on a une diversité des symptômes et des présentations cliniques qui est extrêmement hétérogène hein, sur le plan de ces symptômes. On distingue actuellement plus de 350 maladies différentes mitochondriales avec des symptomatologies variables. Donc ça va bien évidemment toucher des tissus qui sont fortement consommateurs d'énergie, le cerveau, le muscle, tous les organes neurosensoriels. Et comme vous pouvez le voir effectivement sur l'image de gauche, donc tous les organes pourront être atteints par ces maladies. L'âge de début est également un élément très variable. On peut très bien avoir une maladie mitochondriale dès les premières heures de vie, avec des grands tableaux, notamment donc, métaboliques, qui vont en règle générale donc, malheureusement aboutir au décès donc, de l'enfant, ou alors des tableaux donc, survenant chez des jeunes enfants à l'adolescence et aussi également à l'âge adulte. Donc, si on continue, diapositive suivante. Donc, bien évidemment, le premier élément qui est notre credo, c'est de lutter contre cette errance diagnostique. Comme l'a rappelé Véronique, 50% des patients sont encore sans diagnostic moléculaire, malgré effectivement l'amélioration des conditions de diagnostic. On a encore plus de la moitié de ces patients qui ne disposent pas du diagnostic moléculaire. Et c'est important, si on veut effectivement envisager des thérapies, il nous faut effectivement bien connaître ces pathologies et connaître notamment le défaut moléculaire responsable de la pathologie. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important donc, dans un premier temps. Diapositive suivante. Donc, comme je le disais, donc, à côté de ces réseaux finalement de centres
maladies rares, effectivement, sur les maladies mitochondriales. On a également un réseau des laboratoires, donc ça couvre l'ensemble du territoire. Donc c'est le réseau Mythodiag qui comprend 11 laboratoires donc en France. Donc vous les voyez donc mentionnés, donc Bordeaux, Caen, La Pitié, Lille, Bicêtre, Lyon, Grenoble, Nice bien sûr, Necker. Donc ça nous permet d'assurer le maillage du territoire et c'est un réseau qui est relativement actif. Donc je coordonne donc depuis maintenant quelques années avec l'ensemble des collègues et donc les objectifs, c'est bien évidemment de se coordonner pour assurer au mieux le diagnostic de ces maladies, comme vous avez compris, qui sont difficiles à diagnostiquer, à la fois sur le plan de la symptomatologie, mais aussi sur le plan donc génétique. Donc cette coordination qui aboutit à essayer d'aller vers des stratégies d'harmonisation de nos analyses, de partager justement les informations pour les familles qui sont souvent analysées de part et d'autre effectivement du réseau donc de, ce de laboratoire pour améliorer le diagnostic. Et on a également lancé un certain nombre de projets nationaux qui visent justement à améliorer soit le diagnostic au niveau génétique, soit notamment, pour un des derniers projets, à mettre en place une base de données qui recense l'ensemble des patients donc, qui sont atteints des maladies mitochondriales donc au niveau national. Ce projet est très important puisqu'effectivement, ça nous permettra de pouvoir, d'une part, améliorer le diagnostic, ça c'est la première chose, mais aussi de pouvoir recenser l'ensemble de ces patients pour les essais cliniques donc, à venir pour ces pathologies. Diapositive suivante. Donc, comme l'a dit aussi Véronique, sur le plan moléculaire, les nouvelles technologies de séquençage qui nous permettent maintenant de séquencer la quasi-totalité effectivement du génome, hein, donc permettent effectivement d'analyser le patrimoine génétique dans sa globalité, est une véritable révolution technologique qui permet justement de lutter contre l'errance diagnostique. Donc, ce sont des technologies donc, de séquençage au débit. Donc, vous avez un certain nombre de ces équipements et donc notamment au niveau du laboratoire à Angers, où on a la capacité d'analyser soit quelques gènes, donc mitochondriaux, soit effectivement donc, sous forme de panel, en fait, ça va de quelques gènes à quelques centaines de gènes, soit la totalité des gènes, donc c'est-à-dire une analyse de type exome qui comprend la totalité des 20 000 gènes donc d'un individu. Et on a maintenant accès à des plateformes nationales qui nous permettent de séquencer la totalité du génome, donc c'est-à-dire les 3,2 milliards de bases d'un individu. Diapositive suivante. Donc on a, comme je disais, dans le cadre effectivement des centres de référence, mais également dans le cadre du réseau des laboratoires, le réseau Mythodiag, mis en place une stratégie diagnostique de ces maladies pour améliorer justement notre capacité à identifier l'anomalie génétique, moléculaire, donc responsable de la maladie, qui sont, comme vous l'avez compris, très diverses et variées. Donc lorsqu'on a une famille suspectée ou un patient suspecté d'avoir une maladie mitochondriale, on va se baser, comme l'indiquent les critères sur la partie droite, sur la symptomatologie évoquant une maladie mitochondriale. C'est l'association de différents symptômes, comme un diabète ou une surdité, qui n'ont pas de lien et qui font évoquer effectivement une maladie mitochondriale. C'est bien évidemment on va reconstituer l'arbre généalogique effectivement de la famille pour identifier les antécédents familiaux qui peuvent là aussi faire évoquer une maladie mitochondriale. On a aussi un bilan biologique qui va être fait, qui va permettre également de voir dysfonction donc au niveau du métabolisme et de voir effectivement des constantes biologiques qui peuvent être anormales et évoquer cette maladie mitochondriale. Et puis on a également l'imagerie, en particulier l'imagerie cérébrale qui peut aussi montrer des anomalies au niveau cérébral qui peuvent faire aussi là aussi évoquer donc cette maladie mitochondriale. Et parfois, il nous arrive aussi d'aller jusqu'à l'analyse donc, du muscle, donc qui est vraiment le tissu électif sur lequel on a souvent fait des diagnostics ou un prélèvement de peau qui nous permet d'analyser les cellules de la peau qui peuvent justement, par des analyses biochimiques, moléculaires, permettre de conforter le diagnostic de ces maladies. Donc, vous voyez effectivement que la suspicion de maladie mitochondriale est un faisceau d'arguments sur lequel, comme le disait Véronique, on a besoin de spécialistes autour de la table pour, pour effectivement essayer voilà, de conforter ce diagnostic. Et ensuite arrive la partie génétique, moléculaire proprement dit, où, comme ça a été précisé,
on doit faire face à 2 génomes, c'est-à-dire à la recherche d'anomalies génétiques, non seulement sur le génome mitochondrial. Donc, les nouvelles technologies maintenant nous permettent d'analyser de manière complète ce génome mitochondrial. C'est la première étape qui nous permet d'éliminer une anomalie donc, portée sur ce génome mitochondrial. Ça va correspondre à peu près pour donner un chiffre, à peu près entre 10 à 15% des patients qui sont atteints de maladie mitochondriale pour lequel une mutation de l'ADN mitochondrial pourrait être identifiée. Bien évidemment, si ce résultat ne nous montre pas d'altération génétique, on va après sur la partie nucléaire, c'est-à-dire sur le génome, le patrimoine nucléaire pour lequel on a à peu près 1500 gènes qui sont répertoriés, et on procède soit par un panel de 300 gènes, donc qui nous permet, ou de 300, de 400, de quelques centaines de gènes, qui permet effectivement d'identifier les gènes les plus fréquemment identifiés comme responsables de pathologies mitochondriales. Et là aussi, si ce résultat est négatif sur cette première analyse, on va vers une analyse maintenant de type exome, c'est-à-dire qui va analyser la totalité de nos gènes, les 20 000 gènes, y compris bien évidemment donc les gènes mitochondriaux, voire analyser, comme je le disais, le génome donc, de nos patients sur les 2 plateformes nationales qui sont actuellement donc, en place, une à Paris et une à Lyon, qui permettent d'assurer le séquençage total donc, du génome. Donc, encore une fois, ça concerne 3,2 milliards de bases, donc c'est un énorme travail. Et ensuite, ces données-là nous sont renvoyées pour interpréter et pouvoir identifier donc l'anomalie donc, génétique qui est potentiellement responsable de la maladie mitochondriale. Diapositive suivante. Donc là, on va passer maintenant plus sur la partie recherche sur ces maladies mitochondriales. Et donc, je repasse la parole donc, à Véronique. Merci Vincent. Alors, juste pour vous expliquer à quel point vous avez vu que ce soit l'équipe de Vincent ou la mienne, on a en parallèle un laboratoire, un service diagnostic et une équipe INSERM CNRS. Pourquoi? Parce que la recherche, la frontière entre le diagnostic et la recherche dans ces maladies-là est extrêmement poreuse. On passe d'un côté à l'autre en permanence et c'est vraiment fondamental si on veut arriver à faire des diagnostics et à comprendre ce qui se passe. Alors, nous, à Nice, l'équipe recherche qui s'appelait initialement génétique des maladies mitochondriales et qui a été récemment rebaptisée mitochondrie, pathologie et vieillissement parce que c'est très important aussi de comprendre ce qui se passe, le rôle des mitochondries dans le vieillissement. On pourra en reparler si vous avez des questions. Mais donc, cette équipe, je vais essayer juste de vous montrer un petit peu avec des cas pratiques comment on travaille. Donc, si je peux avoir la diapositive suivante. Alors, vous voyez, nous, on a une recherche qui part du patient et l'objectif, c'est qu'elle revienne vers le patient. Donc, dans le cadre du centre de référence maladies rares, dont je vous parlais tout à l'heure, les médecins, les neurogénéticiens, les spécialistes de ces maladies sont amenés à voir des familles. Et c'est par exemple le cas de cette famille où vous voyez qu'on a la maman, le papa, une grande sœur qui va bien et puis un petit garçon qui est suspect de maladie mitochondriale. Donc, l'animation suivante, merci Jean-François. Donc, comme l'a dit Jean-François, l'a dit Vincent, pardon, la première des choses, c'est de faire une série d'analyses et notamment un séquençage, on parle de séquençage au débit, pour essayer d'identifier le gène, l'anomalie qui est responsable de la maladie présentée par ce petit garçon. Donc, et sur l'animation suivante, l'objectif, c'est vraiment de déterminer l'anomalie responsable, de savoir si l'anomalie qu'on a trouvée est bien l'anomalie causale, parce que dans le génome, il y a plein de ce qu'on appelle des polymorphismes, il y a plein de variations du génome d'une personne à une autre, on est tous différents, et il faut arriver à trouver la variation dans le génome qui est responsable de la pathologie. Donc, on essaye de savoir ce qui se passe sur l'animation suivante, s'il te plaît, Jean-François. Ah. Et donc, lorsqu'on arrive à identifier
le gène responsable, on peut proposer à cette famille, vous voyez qu'il y a une petite fille qui va bien, un petit garçon qui est malade, et donc la question du couple va être de dire, et si on a un autre enfant, est-ce qu'il va être malade ou pas? Donc une grosse partie du travail, c'est de pouvoir proposer à ses parents un diagnostic prénatal, et s'ils le désirent, donc une interruption médicale de grossesse dans le cas où le fœtus est atteint, alors qu'on peut les rassurer sur la poursuite de la grossesse si le fœtus, lui, n'est pas atteint. Donc sur la suite. Donc, par exemple, je vais vous donner le cas de cette famille. C'est un petit garçon qui a je dirais un tableau qui est extrêmement... alors, par contre, c'est vrai que les diapos sont un petit peu petites, mais j'espère que vous voyez bien quand même. Donc, c'est un enfant qui avait un tableau très sévère, un tableau essentiellement neurologique, et on était incapable de dire à ses parents si ce petit garçon avait vraiment une maladie mitochondriale, quel était le gène responsable, quel était le mode de transmission, quel était le risque pour la grossesse suivante. Donc, si Jean-François, voilà. Donc, on a fait des analyses et on est arrivé à identifier dans le génome de cet enfant, dans ses gènes, une anomalie qui pouvait être responsable de sa pathologie avec un gène qu'on appelle MDH2 qui était un gène candidat. Le problème de ce gène, c'est qu'il n'avait jamais été montré comme étant responsable d'une maladie chez l'homme. Et pourtant, nous, on pensait que c'était bien ce gène qui était responsable. Donc, sur la suite, voilà, la suite du travail, ça a été donc de passer la main à l'équipe recherche qui a bien montré que ce gène était responsable, était déficient dans cette maladie, dans cette famille, qui a donc permis, c'est une maladie métabolique, donc c'est un problème de métabolisme dans la mitochondrie. Et donc, en confirmant la responsabilité de ce gène grâce à un programme de recherche, sur la suite, s'il te plaît Jean-François, on a pu dire à cette famille, c'est telle maladie par déficit en MDH2, c'est une pathologie autosomique récessive, donc la grossesse suivante pour une autre grossesse, le risque d'avoir un enfant atteint est de 25%, donc 1 sur 4, ce qui est quand même un risque très important. On a pu proposer à cette famille un diagnostic prénatal et ils ont eu depuis un autre enfant qui va bien. Et en décortiquant un petit peu les mécanismes, on n'a pas malheureusement guéri ce petit garçon, mais on a pu proposer notamment un traitement équivalent à un traitement, à un régime particulier qui a permis au moins de stabiliser une partie de ces signes. Et sur la suite, on est même allé plus loin parce qu'on s'est rendu compte que ce gène était par ailleurs impliqué dans des cancers familiaux et les parents donc, qui étaient porteurs sains, c'est-à-dire qui n'étaient pas malades mais qui étaient porteurs chacun d'une version mutée du gène, on les a surveillés parce qu'on avait peur qu'ils soient à risque de développer certains cancers. Donc vous voyez un petit peu à partir de quelque chose qui est une maladie en fait qui est totalement inconnue. Si on couple l'expertise multidisciplinaire et la recherche, on arrive à donner un nom à cette maladie, à faire un conseil génétique, à proposer une surveillance, une prise en charge pour ses parents, pour cet enfant, en attendant d'avoir un traitement qui soit efficace et de comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est pour vous donner l'exemple d'un couple qui vient avec un enfant petit. Et sur la diapositive suivante, ça, c'est aussi le cas de maladies qui ne sont pas des maladies pédiatriques. Et vous voyez, c'est le cas, par exemple, de cette grande famille qui était connue, c'était une famille marseillaise depuis très longtemps. C'est une famille qui avait une atteinte musculaire mitochondriale, une myopathie mitochondriale typique, mais avec des signes neurologiques totalement inhabituels dans le cas de ces pathologies mitochondriales quand on les connaît bien. On avait des patients qui avaient des signes de sclérose latérale amyotrophique, de SLA.
Le gène n'était pas connu, donc là aussi, on a appliqué la même démarche. On part des patients, on revient vers les patients. Et donc, sur la suite du travail, on a pu identifier là aussi un gène dont la fonction était totalement inconnue, qui n'avait jamais été montré comme un gène responsable de maladies chez l'homme, un gène qui s'appelle CHCHD10. Et sur la suite du travail, en basculant en recherche, on a pu montrer que ce gène, en fait, était impliqué dans un spectre beaucoup plus large de pathologies, des myopathies mitochondriales. C'est aussi un gène de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot et de certaines démences qu'on appelle des démences frontotemporales, mais aussi des atteintes musculaires précoces chez l'enfant et aussi des atteintes cardiaques à type de cardiomyopathie. Donc, la suite également du travail a été de comprendre la fonction de ce gène et encore la suite de pouvoir, grâce à des modèles murins, grâce à des cellules souches IPS dont Vincent vous reparlera, d'essayer de comprendre la fonction de ce gène et d'arriver à développer un projet de recherche pour trouver des thérapies spécifiques pour ces patients grâce à des projets qui sont financés par l'AFM et dont Vincent va vous parler. Donc, si je peux avoir la suite, c'est le projet Mythodrogue. Voilà, donc Vincent va vous parler aussi de ce qu'on fait donc, dans la continuité de ce travail, mais juste, je reviens sur quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est que la recherche, on pose les questions par rapport aux familles et par rapport aux patients, et notre objectif, c'est vraiment de revenir vers le patient, non seulement pour leur proposer des solutions en termes, par exemple, de diagnostic prénatal, mais aussi en termes de thérapeutique. Donc, je vais donc poursuivre après ce que vous a donc présenté Véronique, aussi sur la partie recherche, donc du côté du centre de médecine mitochondriale, donc en Angevin, donc et aussi une unité, comme je l'ai précisé, une CERM CNRS, donc du laboratoire donc Mitolab. De la même manière, notre credo, c'est vraiment, comme l'indiquait Véronique, d'aller du patient donc au diagnostic, comme vous l'avez compris, et ensuite du diagnostic à la recherche, justement en bénéficiant de toutes les capacités donc des chercheurs qui sont donc au sein de notre institut, hein, qui regroupe à peu près 50 chercheurs. Et ensuite de la recherche préclinique, c'est-à-dire sur, disons, des modèles donc à la paillasse, donc des modèles de laboratoire, que ce soit des modèles cellulaires ou des modèles donc murins, des modèles souris, de revenir effectivement vers le patient pour mieux comprendre ses maladies, comme l'a bien montré Véronique, mais également pour essayer effectivement d'identifier des thérapies qui nous sont cruellement défauts pour ces pathologies mitochondriales. Donc la diapositive suivante. Donc pour compléter un petit peu ce que disait Véronique, on travaille nous aussi à de nouvelles approches diagnostiques pour améliorer le diagnostic de ces maladies, diminuer l'errance diagnostique. Encore une fois, 50% des patients suspectés d'avoir une maladie mitochondriale n'ont pas de diagnostic donc moléculaire. Donc on peut bien évidemment utiliser la partie, le génome, donc les altérations génétiques qui sont issues de notre génome. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce génome va également, l'expression de ces gènes va se manifester également, va être aussi intéressante à analyser. Donc ce sont le domaine de la transcriptomique, donc de l'expression de nos gènes. Et ces gènes vont ensuite coder pour des protéines, donc plusieurs protéines qui vont s'assembler et qui vont constituer donc un autre domaine qui est le domaine de la protéomique. On va analyser justement ces différentes protéines, ces différentes fonctions et les normalités et anormalités. Et puis ces protéines vont être aussi responsables de synthèse d'un certain nombre de substances, notamment de métabolites. Et c'est tout le domaine de la métabolomie qui permet d'étudier justement les différents métabolites qui sont justement sécrétés par ces protéines dans des conditions normales, mais aussi chez les patients, et qui permettent effectivement d'identifier des métabolites anormaux ou en quantité ou en qualité. Et toutes ces données, bien évidemment, donc ces cellules vont s'organiser sous forme d'organes, et ça donne le domaine de la phénomique qui comprend en fait toutes les données cliniques, tous les symptômes qui peuvent être représentés. Donc on voit que assembler toutes ces données nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus complète,
une vision intégrative en quelque sorte, en intégrant toutes ces données. Et c'est un intérêt certain, donc, notamment en médecine et en médecine mitochondriale, dans le but d'identifier également des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs de la maladie qu'on va pouvoir donc identifier et utiliser pour suivre l'évolution donc de cette maladie, mais également le suivi de thérapeutiques. Si on veut mettre en place une thérapeutique, il faut bien évidemment vérifier son efficacité, pas simplement que sur la partie donc symptomatologie, amélioration de la symptomatologie, mais également donc suivre l'efficacité sur ces paramètres biologiques. Diapositive suivante. Donc, en fait, le but, c'est bien évidemment de mieux comprendre ces maladies mitochondriales avec cette approche, comme je disais, combinée qui associe toutes ces différentes informations qui sont additionnelles, outre effectivement l'altération génétique, les conséquences que cette altération génétique aura sur l'expression de nos gènes, sur la, la- le niveau du métabolisme. Et on peut prendre effectivement l'exemple du syndrome donc, mitochondrial mélas, qui est une maladie mitochondriale commune dû à des mutations sur ce génome mitochondrial. Donc, jusqu'à présent, on utilisait des modèles cellulaires au laboratoire pour lesquels on étudiait la fonction mitochondriale, la manière effectivement donc ces modèles se comportaient par rapport à des modèles contrôle, et puis également des modèles animaux. Et ça permettait d'avoir cette caractérisation mitochondriale qui permettait effectivement d'avoir un certain nombre d'informations. L'animation suivante. Donc, justement, en utilisant cette approche dite multiomique, associant donc de la génomique, de la transcriptomique, donc l'expression de nos gènes, de la métabolomique, donc quantifier les différents métabolites justement qui peuvent être anormaux effectivement, notamment dans les conditions pathologiques. On va pouvoir, donc l'animation suivante, identifier justement ces biomarqueurs. Donc là, c'était le cas notamment dans ce syndrome MELAS, on a pu identifier notamment sur des lignées de type neuronal, donc qui modélisent un peu effectivement les anomalies au niveau cérébral, l'augmentation donc du glutamate, qui est un élément important pour le fonctionnement de nos cellules cérébrales, de nos neurones, et qui permet effectivement donc de maintenant de l'analyser sur un certain nombre de patients atteints de ce syndrome MELAS pour confirmer l'intérêt de ce biomarqueur qui pourra nous être extrêmement utile à suivre ces patients dans leur évolution effectivement, et aussi bien évidemment de tester des molécules candidates et de voir si on arrive à réduire la concentration donc de ce marqueur qui est le signe justement de la maladie. Diapo suivante. Donc, bien évidemment, donc, on a, comme vous l'avez compris, l'objectif principal, c'est de trouver ces traitements qui nous font cruellement défaut, encore une fois, et comment finalement réparer ces mitochondries, assurer un meilleur fonctionnement mitochondrial au niveau énergétique. Donc, diapo suivante. Donc, ce qu'il faut voir, c'est il y a un certain nombre de paradigmes. C'est une vision un peu peut-être globale, mais de paradigme au niveau thérapeutique. Un constat, ça fait 30 ans que l'on connaît ces maladies mitochondriales. On s'est largement amélioré en termes de diagnostic, même s'il nous reste encore du travail. Et finalement, on a peu de thérapies. Alors, quelles sont les raisons? Donc, les raisons, c'est, vous l'avez compris, cette mitochondrie, cet organite a de multiples fonctions. C'est pas simplement que pour produire de l'énergie, mais c'est également pour produire ce qu'on appelle des radicaux libres. C'est en fait des éléments de dysfonctionnement mitochondrial. 90% de ces radicaux libres sont produits par la mitochondrie et vont dommager en quelque sorte la mitochondrie. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça intervient dans d'autres fonctions, donc sur la signalisation intracellulaire, sur l'ajustement des concentrations de fer et de calcium, sur les phénomènes de mort programmée. Donc, c'est vraiment un organisme avec de multiples fonctions. Animation suivante. Et puis, comme on l'a dit et répété, c'est cette très grande hétérogénéité à la fois sur la partie symptômes et sur la partie génétique qui font effectivement qu'on a des difficultés à identifier ces thérapies. Donc, on a bien évidemment l'intérêt d'une stratégie métabolique, d'identifier des molécules qui peuvent justement permettre d'améliorer cette fonction mitochondriale. Et un élément important, puisqu'on a vu qu'on a de multiples fonctions, c'est de comprendre les mécanismes de ces maladies. Chaque maladie va avoir
une fonction ou plusieurs fonctions qui vont être déficientes. Il est important effectivement de bien les caractériser pour pouvoir ensuite bien les traiter, y adapter effectivement les traitements les plus pertinents justement en fonction de cette caractérisation. C'est ce qu'on appelle en fait une médecine personnalisée, une médecine de précision, où chaque patient est en quelque sorte va bénéficier de cette caractérisation et de pouvoir ensuite pouvoir lui donner les thérapies qui sont les plus appropriées. Diapositive suivante. Donc ces stratégies thérapeutiques, elles sont de différents ordres. Donc on voit ici le fonctionnement d'une chaîne respiratoire. Donc on produit l'énergie et donc animation suivante. Donc on peut réduire ce stress oxydant, hein, c'est un petit peu ce que vous voyez effectivement, c'est la fumée que l'on voit effectivement s'échapper de cette centrale qui produit de l'énergie. Donc c'est vraiment un des déchets qui va apporter cette dysfonction. Donc c'est important de combattre ce stress oxydant, cette production de radicaux libres. Animation suivante, c'est bien évidemment d'augmenter la capacité à produire d'énergie par cette centrale énergétique, donc centrale électrique. Diapositive suivante. Et bien évidemment, comme vous pouvez voir, on a d'autres actions que l'on peut faire. C'est optimiser l'utilisation des substrats énergétiques, donc par justement l'utilisation notamment de stratégies nutritionnelles par exemple. C'est pour faciliter également le fonctionnement mitochondrial, permettant de permettre une amélioration de ce processus énergétique. C'est aussi augmenter la quantité de mitochondries, puisque ça permet en augmentant la quantité de mitochondries, d'avoir plus de centrales énergétiques finalement pour produire l'énergie qui est déficitaire donc, chez nos patients. Et c'est éliminer les mitochondries qui sont non fonctionnelles, puisqu'elles peuvent aussi être relativement délétères. Donc, c'est permettre le renouvellement de ces mitochondries pour les remplacer par des mitochondries fonctionnelles. Donc, les projets et les avancées que l'on mène, notamment en étroite collaboration avec Nice, avec Véronique Pakis, c'est la recherche de médicaments dans ces maladies mitochondriales. Donc pour ça, la FM Téléthon nous soutient donc depuis maintenant plusieurs années sur l'identification de médicaments qui pourraient apporter justement un bénéfice pour les patients atteints de maladies mitochondriales. Donc notamment dans une première phase qui est donc terminée, qui était le projet donc Misoscreen, qui impliquait, vous voyez effectivement plusieurs sites, donc le Necker, donc à Orsay, donc à Paris, Bordeaux, donc Brest et Angers. Et on a identifié de cela effectivement un certain nombre de médicaments candidats qui ont été identifiés notamment par des techniques de criblage en partant d'organismes simples, les levures notamment. Ces levures, c'est ce que vous utilisez pour faire du pain, hein. Donc ce sont des levures qui mimaient en quelque sorte des maladies mitochondriales et qui nous ont permis donc de cribler très rapidement donc, des banques de molécules et identifier des molécules candidates. Et puis on est sur la phase 2, donc qui est maintenant le projet Mitodrug, qui a commencé maintenant depuis fin 2020, qui implique donc Nice, Orsay, Bordeaux et Angers, et qui permet de continuer cette caractérisation et validation de ces médicaments candidats, notamment en partant de modèles cellulaires, de modèles cellules souches induites, comme le disait donc Véronique, mais également de modèles murins qui miment en quelque sorte ces maladies mitochondriales pour bien sûr aller aux essais cliniques. Diapositive suivante. Donc, ce projet, donc, comme je l'ai précisé, vise à identifier ces médicaments candidats. Donc, c'est le projet Mitodrug. On est parti, encore une fois, de ces modèles simples organismes, où on voit effectivement de modèles de maladies mitochondriales hein, qui nous ont servi finalement de modèles pour très vite, très rapidement identifier ces médicaments qui peuvent relancer en quelque sorte la prolifération finalement de ces modèles levures, en fait, de ces modèles de simples organismes, et notamment en prenant des banques de molécules qui ont la particularité d'avoir une AMM. Une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont déjà donnés dans une pathologie et qui sont en fait, que l'on souhaite en pratique repositionner, c'est repositionner chez nos patients donc atteints de maladies mitochondriales. Donc l'intérêt de cela, c'est qu'on évite toute la partie toxicité en fait qui est faite en règle générale par les industries pharmaceutiques qui souvent prend énormément de temps, plusieurs années, et notamment coûte excessivement cher. Donc l'idée, c'est de faire ce repositionnement pour repositionner très rapidement cette molécule qui a déjà l'autorisation de mise sur le marché et pour lequel qui pourra très vite, en tout cas, passer donc en phase clinique, en tout cas beaucoup plus vite qu'une nouvelle molécule. Donc on a identifié un certain nombre de médicaments candidats à l'heure actuelle
Et l'étape suivante sur laquelle on est en train de réaliser, c'est de le tester de nouveau pour confirmer l'efficacité sur des cellules humaines, des cellules souches induites, hein, qui sont des cellules qui peuvent être différenciées en différents types de cellules beaucoup plus spécialisées, comme les cellules neuronales ou les cellules cardiaques, des cardiomyocytes, et également sur les modèles animaux, sur un certain nombre de ces maladies pour lesquelles, pour bien démontrer l'efficacité pour, encore une fois, rapidement passer donc à la phase clinique, c'est-à-dire donc, tester effectivement ces molécules chez les patients. Diapositive suivante. Donc les challenges en fait de ces thérapies mitochondriales, hein, qui encore une fois, je le répète, font cruellement défaut, sont les difficultés qui sont associées de manière générale à la mise en place d'un essai clinique. Il nous faut suffisamment de patients. Et il faut bien garder en mémoire qu'on est devant des maladies qui sont rares, voire ultra rares. Et donc, on doit aussi faire face à cette très grande hétérogénéité de ces maladies mitochondriales, hein, dont on vous parle depuis le début de cette présentation, avec la nécessité d'avoir une caractérisation clinico-biologique sur la partie symptômes de ces patients, une, une caractérisation moléculaire génétique des patients, donc connaître le défaut moléculaire donc, de ces patients pour être sûr que ce patient a bien une maladie mitochondriale. Et donc, c'est aussi les conditions requises pour envisager un essai clinique sera bien évidemment multicentrique, donc soit au niveau national, voire international. On a des maladies ultra rares qui, bien évidemment, ne comportent que quelques patients en France. Donc, il faut forcément s'associer avec nos collègues à l'international pour pouvoir justement avoir la capacité de mener cet essai clinique. Et c'est aussi donc la nécessité d'avoir un registre patient qui soit tenu à jour, qui soit effectivement qui permette de recenser l'ensemble des patients au niveau national. Et là, c'est encore un projet que l'on mène avec Véronique Pakis et le professeur Sylvie Banoir pour mettre en place ce registre de patients au niveau national, non seulement pour améliorer le diagnostic, comme je le disais dans la présentation, mais également pour identifier les patients qui, lorsque un essai clinique va se mettre en place, pourront immédiatement donc, bénéficier de cet essai clinique parce qu'ils seront recensés sur ce registre patient. Et enfin, donc, un des challenges, c'est bien évidemment, et c'est ce qu'on s'attache à faire également dans ce projet Mythodrug, c'est de connaître les mécanismes de la maladie, c'est-à-dire de voir quelles sont les fonctions au niveau mitochondrial qui sont impactées dans une maladie donnée pour pouvoir, avec les molécules candidates dont on dispose, cibler ces voies particulièrement déficientes pour pouvoir donc restaurer l'activité mitochondriale chez ces patients. Donc, en conclusion, donc on a, vous l'avez compris dans cette présentation, deux objectifs majeurs: réduire l'errance diagnostique pour les maladies mitochondriales, encore une fois 50% des patients non diagnostiqués, et ça passe forcément par l'identification de l'anomalie génétique responsable de la maladie. Deuxième élément, c'est identifier des thérapies à visée mitochondriale. Donc on l'a vu, effectivement, on avance vers une médecine mitochondriale personnalisée où on va devoir choisir finalement les drogues candidates, les molécules candidates qui vont permettre d'améliorer nos patients. Donc on a, pour rester effectivement dans un domaine d'optimisme, en fait, on a des essais cliniques en cours et à venir qui sont en train de se mettre en place. On a actuellement des essais sur les myopathies mitochondriales, par exemple, mais également chez des patients, pour les myopathies mitochondriales, on essaie notamment d'augmenter la quantité de mitochondries pour permettre effectivement d'améliorer la fonction mitochondriale et notamment la fonction musculaire. On a également chez les patients qui sont porteurs de mutations sur le gène qui s'appelle TICA2, thymidine kinase 2, qui entraîne des défauts de maintenance de ce génome mitochondrial. C'est de pouvoir effectivement traiter ces patients pour suppléer ces patients et permettre de restaurer l'activité mitochondriale. Et il n'y a pas non plus que les aspects pharmacologiques, hein, sur lesquels nous on travaille de manière pour permettre de traiter le maximum de patients, mais également des essais cliniques effectivement de thérapie génique, en particulier dans la maladie de Leber, donc qui est responsable d'atrophie optique, hein, d'une atteinte oculaire qui aboutit à la cécité donc chez des patients qui sont souvent jeunes, qui atteignent plus fréquemment donc les hommes. Et donc là aussi, donc cet essai de thérapie génique est en cours et notamment très largement supporté par l'AFM Téléthon.
Diapositive suivante. Donc, en pratique, on voulait aussi mettre en avant donc les congrès qui ont eu lieu, donc il y a quelques semaines de ça, en septembre. Donc, Myologie a été, je crois que c'était la 8e édition, donc a été organisée donc à Nice, et on a eu la chance également, comme merci à l'AFM Téléthon, de pouvoir, organiser également un congrès, focalisé sur les maladies mitochondriales, donc qui était présidé par, Véronique Takis et Valerio Carelli, donc un collègue italien, et pour lequel donc ça nous a permis également donc d'exposer, voilà, toutes les données, et surtout avec, un focus particulièrement sur les thérapies donc, qui sont à visée mitochondriale. Donc ça a été un congrès qui a eu un large, succès avec, plus de 300 participants, donc, un colloque international avec, voilà, beaucoup d'avancées et beaucoup effectivement donc voilà, avec des choses pour lesquelles on doit rester optimiste en matière effectivement d'avancées dans les maladies mitochondriales, en particulier sur les aspects thérapeutiques. Diapositive suivante. Donc je pense que ça, c'est cette diapo juste pour vous rappeler que le Téléthon aura lieu, le 3 et le 4 décembre, et que c'est le slogan donc, de cette année: «Ensemble, on ne lâche rien». Voilà. Diapositive suivante, je crois que En fait, c'était je la dernière, c'était la dernière. diapositive. Encore une fois, mille merci, à vous 2 parce que c'était passionnant et on sent que vous êtes passionnés, dans ce que vous expliquez. Comme je disais en ouverture, donc les apéros labos continuent cette semaine avec, d'autres thématiques, qui seront abordées demain. En plus, vous pourrez retrouver en rediffusion, en replay, sur le site de l'AFM Téléthon dédié aux Fêtes de la Science, donc c'est fêtesdelascience.afm-téléthon.fr. Vous pourrez retrouver les replays de ces différentes, interventions, et vous pourrez aussi trouver d'autres sources d'informations, notamment sur les mitochondries, sur les maladies mitochondriales, dans les différents documents que publie régulièrement l'AFM Téléthon. En tout cas, je vous remercie personnellement au nom de l'AFM Téléthon, pour votre participation, à chacun qui a pu, se connecter, poser des questions. Vous êtes peut-être, donateur de l'AFM Téléthon, peut-être que vous vous êtes investi dans une manifestation, mais, en tout cas, ça donne envie, finalement, ce que nous avons entendu là, de continuer. Ça donne envie aux chercheurs, de continuer ce qu'ils ont fait. Donc le Téléthon, bien sûr, 2 et 3 décembre, Mille excuses, Jean-François. de cette année. Merci d'y participer, de vous investir, dans cette manifestation et dans votre soutien, et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tous merci et à bientôt. À Merci à bientôt. tous. Merci à Au Au tous. revoir. revoir. Merci, bonne soirée.